tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi 3 juillet. Ce soir, ça commence à franchement sentir bon les vacances dans les salles de classe. Les plus jeunes terminent l'école demain soir. Alors en attendant, difficile de rester concentré. À Saligny, on a opté pour le théâtre avant de remiser définitivement le cartable derrière le maillot de bain. Une nouvelle manière de vivre ensemble aussi ce soir. La Roche-sur-Yon est en train de construire l'éco-quartier de la Marronnière. Une trentaine de maisons avec un mot d'ordre, tout faire pour que les résidents tissent des liens entre eux. Et puis les vacances commencent bien pour le Club Aviron 85. 5 jeunes licenciés participent ce week-end au championnat de France cadet à Vichy. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais logiquement, elles ont aussi un début. Et c'est donc demain soir que commencent réellement les vacances pour les petits Vendéens. Si une partie des plus grands n'ont plus cours depuis quelques jours déjà, les maternelles et les primaires, eux, terminent demain, avec une pointe de tristesse peut-être d'ailleurs pour ceux qui quittent définitivement leur école. Delphine Ledu. Hey, what's that? Atelier théâtre en anglais pour ces élèves de CM1, CM2. Plus qu'1 jour pour les plus grands qui diront adieu à l'école primaire pour rejoindre le collège à la rentrée. Un changement que certains attendent avec impatience. Je suis contente parce que déjà je vais connaître plus de monde et ça va être mieux je pense. J'ai pas trop de copines donc il y en aura beaucoup plus vu qu'il y a plus d'élèves. Vu qu'on a déjà fait une visite, j'ai vu plein de professeurs qui sont sympas. Moi je vais hâte de les avoir. Je connais déjà des amis qui vont aussi aller au même collège que moi, donc je suis rassurée. Nouvelles règles, nouvelles habitudes. Le passage du CM2 à la 6e est une étape vers l'adolescence, un événement auquel ces élèves se sont préparés tout au long de l'année. On a fait au mieux pour les préparer, ils ont eu l'occasion d'aller visiter le collège, on en parle régulièrement et je pense que là ils sont fin prêts, ils vont pouvoir entrer sereinement dans leur nouvelle vie. Fini la corde à sauter et le jeu du loup, certains s'attendent désormais à une ambiance plus studieuse. On va apprendre plus de choses, des choses qu'on n'a pas encore appris en CM2. Plus de professeurs et plus de devoirs aussi. Dans cette école, 16 élèves découvriront la 6e à la rentrée prochaine. En attendant, on profite encore pour s'amuser avant de rentrer dans la cour des grands. Notre-Dame-des-Landes s'apprête une nouvelle fois à accueillir du monde ce week-end. Le site retenu pour le projet de nouvel aéroport est le but et l'ultime étape de la convergence des luttes. Des caravanes de marcheurs et de cyclistes partis d'un petit peu partout en France il y a plusieurs semaines. Celle de Haute-Savoie, par exemple, a quitté Thorens le 31 mai dernier. Direction Notre-Dame-des-Landes samedi pour réaffirmer leur opposition. L'objectif est bien de montrer justement qu'il y a beaucoup de forces unis sur des sujets totalement différents mais qui convergent vers un but unique. C'est l'abolition de l'accaparement des terres et de ces grands projets inutiles qui pourrissent la vie des gens, qui détruisent nos paysans et qui coûtent cher à la société et aux citoyens en général. De mettre tous ces mouvements dispatchés un petit peu partout en mouvement et les coordonner pour montrer qu'on est dans la phase finale de l'aéroport de Notre-Dame et qu'après il faudra passer à autre chose. Image ici de la caravane partie de Toulouse fin juin et qui a fait étape ce midi à Torigny. Des conférences, des concerts, mais aussi des visites du site sont organisées à Notre-Dame-des-Landes tout le week-end. Un mot des avocats qui prévoient une nouvelle journée de grève lundi avec un déplacement d'une partie du barreau de La Roche-sur-Yon à Paris pour participer au mouvement national. Leurs revendications ne changent pas. Elles concernent toujours la réforme de l'aide juridictionnelle, la prise en charge des frais de justice pour les plus modestes. Parmi les pistes évoquées pour son financement par Christiane Taubira, il y a une taxe sur le chiffre d'affaires des avocats et ça, la profession n'en veut pas. Politique à présent, avec la publication ce matin de la liste vendéenne d'hiver droite pour les sénatoriales. On a déjà commencé à en parler. En novembre prochain, les 1730 grands électeurs vendéens vont renouveler nos sénateurs. UMP, UDI et Centre ont donc présenté aujourd'hui leurs candidats. Une liste menée par l'actuel sénateur Bruno Retailleau, candidat à sa propre succession donc, et sur laquelle figure également Annick Billon, 3e adjointe au Château d'Olonne, le maire du Poiré-sur-Vie Didier Mandely, celle de Mauzeuil-Saint-Martin, Anne-Marie Coulon et Laurent Boudelier, maire de Saint-Hilaire-de-Riez. On essaie de prendre des hommes et des femmes qui représentent la Vendée, qui représentent toute la diversité de la géographie vendéenne, c'est-à-dire le littoral, le nord, le centre, le bocage, le sud. Mais j'ai d'abord tenu à avoir des colistiers, des colistières qui aient déjà fait leurs preuves, c'est-à-dire qui aient une expérience solide. Ce sont des maires, adjoints, présidents de communautés de communes. Et je crois que cette liste, par sa diversité, elle exprime à la fois l'expérience et le renouvellement.
Au chapitre de la réforme territoriale, on apprend aujourd'hui que le président du groupe UDI, Union centriste de l'Assemblée nationale, député maire de Laval, vient de déposer un amendement à la proposition d'une nouvelle région en fusionnant la Bretagne et l'intégralité des Pays de la Loire, pas uniquement la Loire-Atlantique. François Zocchetto souligne que ce rapprochement constituerait un avantage compétitif pour la France et contribuerait, je cite, largement à la rationalisation de notre organisation territoriale. À La Roche-sur-Yon, on est en passe de tester un tout nouveau genre de lotissement, un écoquartier où les maisons sont évidemment respectueuses de l'environnement, mais où la manière même de vivre ne devrait a priori pas être tout à fait identique à celle de votre rue, Guillaume Lefort. Depuis 10 ans, Sébastien et sa famille voulaient se rapprocher de la ville sans pour autant sacrifier le confort de la campagne. Je souhaitais pouvoir emmener mes enfants, leur faire profiter entre guillemets d'activités sportives, d'activités culturelles, sans avoir à prendre ma voiture systématiquement et faire 30 km et créer une organisation spécifique pour ça. Ici, les maisons et les chemins sont bordés d'arbres et de verdure, les allées sont sans voiture. Il y a 2 ans, il fait construire sa maison dans un lotissement d'un nouveau genre, l'écoquartier. Un écoquartier, en fait, c'est un quartier d'habitation, un aménagement qui va lier les quartiers comme l'on connaît au développement durable et environnement avec de nouveaux modes de déplacement, avec des déplacements doux, un quartier aussi qui est partagé avec des jardins familiaux par exemple qui seront mis à l'intérieur de ce quartier. Mais habiter dans un écoquartier nécessite une certaine philosophie de vie, respect de l'environnement, savoir-vivre, une façon de favoriser la vie en communauté. Vivre ici va nous permettre de forcément croiser les autres personnes, donc forcément de vivre ensemble, mais alors pas au quotidien, mais en tout cas chaque jour pouvoir échanger avec ses voisins. Ici, les voitures sont garées à au moins 30 mètres des maisons, assurant aux habitants un cadre paisible et sécurisé, un mode de vie collective auquel Sébastien doit s'adapter. Le fait de vivre en communauté, je pense qu'après, on a une association sur le quartier qui s'est créée, une association syndicale libre, donc ça va forcément créer des échanges pour faire vivre le quartier. 3200 logements de ce type sortiront de terre dans les 10 ans à venir. Dans un mois, Sébastien et sa famille emménageront dans leur nouvelle maison avec un nouveau mode de vie. Premier été labellisé pour le Marais Poitevin. Le parc naturel régional veut évidemment marquer le coup, notamment sur ses supports de communication, avec par exemple la réédition de la collection des cartes vélo Le Marais à bicyclette. Le pôle des espaces naturels à Saint-Denis-du-Perret reprend lui ses animations estivales, le tout avec un objectif précis, séduire les touristes étrangers autant que les Français. Ce qu'on vise évidemment, c'est la clientèle de ceux qui sont particulièrement intéressés par le tourisme nature en Europe du Nord, en Scandinavie, en Allemagne, en Grande-Bretagne. C'est des touristes extrêmement intéressants qui s'intéressent au tourisme nature et également au tourisme patrimonial. Ils veulent absolument voir en même temps des sites culturels. Donc c'est aussi un moyen pour valoriser les investissements importants qu'on a fait sur Maezay, sur Nieul, sur Saint-Michel-en-Lerme. Voilà. Le Brésil débarque au Sables d'Olonne. Le coup d'envoi de la 6e édition de Salsa del Mar a été donné aujourd'hui. Jusqu'à dimanche, stages de danse, spectacles et soirées dansantes vont investir le Remblai, la Grande Plage et le Centre des Congrès. Coupe du Monde oblige, le jaune et le vert seront de rigueur. La culture brésilienne est quand même la culture portugaise, donc la portugaise c'est l'hispanique, tout ça, donc derrière ça engène et ça entraîne vraiment sur une diversité de modes et de danse. On aura donc le spectacle qui va tourner sur des danses du Brésil avec la samba, la capoeira. On aura aussi donc le samedi la cavalcadance avec la calle rumba, donc sur le thème Brésil, avec un char au thème du Brésil, avec des danseuses brésiliennes, dont la danseuse du clip de Shakira de la Coupe du Monde qui nous fait l'exclusivité de venir chez nous à Salsa del Mar. Et les Sables d'Olonne ne sont pas les seuls à se mettre à la danse. Saint-Jean-de-Mont accueille depuis aujourd'hui aussi son 4e Salsa Swim Festival. Danseurs du monde entier, cours de salsa, voire de kizomba, c'est un dérivé du zouk, sont prévus. Information sur le site de l'Office de tourisme de Saint-Jean-de-Mont. La Coupe du monde de football, elle, reprend donc demain au Brésil. Premier quart de finale avec la fameuse rencontre France-Allemagne. Coup d'envoi à 18h, faut-il encore le rappeler. Pour l'ancien international français de Saint-André, 13 voix dont on faisait le portrait hier. Les Bleus ont une chance, ils ont montré qu'ils savaient jouer collectif et que ça payait. Mais toujours pour Maxime Bossis, il y a aussi le revers de la médaille.
On sait que l'équipe de France, à l'heure actuelle, est beaucoup plus à l'aise dans un rôle d'outsider que dans un rôle de favori. Et comme elle a fait de bons matchs, forcément qu'elle va devenir co-favorite même contre l'Allemagne. Et donc c'est ce nouveau statut qui va peut-être être difficile à supporter pour les jeunes joueurs de l'équipe de France. En voile, quelques images de Fipofix. Harald de Sedlacec est arrivé hier en fin de matinée dans la rade des Sables d'Olonne. La fin de 46 jours en mer et d'une transatlantique depuis les États-Unis. Harald de Sedlacec avait remplacé son père, Norbert, au pied levé fin 2013. Il devient le premier skipper à avoir fait la traversée de l'Atlantique dans les deux sens sur un voilier de moins de 5 mètres. Des images de notre correspondant des Olonnes, Jean-Marie Bidot. Alors ça, c'était en mer, mais de l'actu nautique, il y en a aussi dans les terre. À La Roche-sur-Yon, le club Aviron 85 s'apprête à envoyer 5 de ses licenciés à Vichy. Les adolescents ont décroché leur ticket pour les championnats de France cadets. Aurélien Huard les a retrouvés au cours de leur dernier entraînement à Moulins-Papon. Étienne, Émile, Maël et Maxime s'apprêtent à vivre l'un des grands moments de leur jeune carrière de rameur. Les championnats de France cadets dans la catégorie 4 de pointe, c'est-à-dire un équipage composé de 4 rameurs et d'un barreur. Ce week-end à Vichy, ils se frotteront donc à 23 autres équipages, les meilleurs de France. C'est super parce que c'est quand même un grand rendez-vous de l'Aviron. Enfin, c'est le top qu'on puisse faire un peu pour l'instant, donc ça fait super plaisir d'y arriver quoi, pour l'instant. Ça va être bien, on va faire quelque chose de bien, on va faire un bon score. Depuis plusieurs semaines, les 4 rameurs âgés de 15 à 16 ans s'entraînent 3 à 5 fois par semaine avec des séances de 2 à 3 heures. L'aviron est un sport très complet et les rameurs doivent exceller dans beaucoup de domaines. La cadence et puis le fond. C'est-à-dire qu'ils font 3 ou 4 entraînements par semaine avec au minimum chaque entraînement 12 à 18 km. L'endurance, et après la cadence et la vélocité. Et l'homogénéité du bateau. Ne faire qu'un quand on est 4, c'est le mot d'ordre pour réussir. Étienne est numéro 1, il est à l'avant du bateau, les 3 autres doivent se caler sur lui et faire preuve de cohésion. Il faut que chacun soit bien avec celui qui le précède, avec celui qui rame du même côté que lui. Franchement, il n'y a vraiment pas de souci, on s'entend super bien. Ça va nous aider pour la course. Étienne, Émile, Maël, Maxime et leur barreur Alex disputeront une première course de 1500 mètres face à 5 autres équipages. Ils tenteront alors de se qualifier pour la finale A avec pourquoi pas à la clé un titre de champion de France. Et on vous donnera évidemment de leurs nouvelles en début de semaine prochaine. Le temps de cette fin de semaine, avant de se quitter. Alors, ambiance orageuse et pesante ce soir, voire demain matin en Vendée. Le soleil devrait faire son retour par les îles et atteindre l'est du département en milieu d'après-midi. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, pour le prochain et dernier rendez-vous avec l'actu vendéenne de la semaine. D'ici là, très bonne soirée à vous tous sur TV Vendée. Une pensée particulière pour les lycéens qui seront fixés demain matin avec les résultats du bac à partir de 9h. Bonne soirée donc et à demain.